Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, aujourd'hui nous allons continuer le cours sur l'Union européenne en géographie. Donc la dernière fois, nous avions vu justement dans une petite vidéo la construction de l'Union européenne. On a vu quand même que voilà, beaucoup de pays s'étaient rajoutés. On a vu notamment tout ce qui est Pologne, enfin de tous les pays de l'Est, Roumanie, Croatie, etc. Et on a vu aussi les conditions d'éligibilité en tant que membre de l'Union européenne. Dire comment devenir membre de l'Union européenne. Eh bien, ça on avait vu que justement la Turquie avait voulu, mais ça n'avait pas marché, parce qu'il y a certains soucis, comme on l'a vu la dernière fois. Je vous avais parlé aussi rapidement du Brexit, donc en Angleterre. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à autre chose. On va s'intéresser à Schengen. Schengen et la zone euro. Alors, tout d'abord, donc là, on va plus être dans le texte. Avec thème 2, l'Union européenne, une construction inachevée. Alors, je vous ai mis en début un petit rappel du traité de Maastricht de 1992. Alors, tout d'abord, donc le traité de Maastricht de 1992, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, je vous ai noté, de toute façon, c'est dans le cours précédent, l'idée d'Europe. Transformation de la CE en union plus solide, l'Union européenne. Installation d'une monnaie unique, euro. Instauration d'une armée commune. Application d'une citoyenneté commune à toute la population de l'UE, où chaque résident d'un État membre peut voter pour le Parlement européen. Donc vous voyez quand même, c'est une institution qui devient beaucoup plus solide. Et après, comme on l'avait vu, d'autres pays vont se rajouter et agrandir cette belle famille européenne. Alors ensuite, vous avez un texte. Alors oui, par contre, je ne vais pas switcher visio et face-to-face. Je fais tout en visio, comme ça, best. Bref. Alors, donc le texte que vous avez à droite, Schengen, espace de libre circulation des personnes. Attendez. Alors, voilà, je vous ai juste mis le texte sur mon diapo. Comme ça, au moins, ça m'évitera d'avoir le flash en pleine tronche. Alors, Schengen, espace de libre circulation des personnes. Appartenir à l'espace Schengen, c'est d'abord abolir les formalités aux frontières communes aux États signataires, dites intérieures. Tout ressortissant de l'un des États se déplaçant au sein de cet espace a la seule obligation d'être en possession d'un document officiel, carte d'identité ou passeport en cours de validité, justifiant de sa qualité de citoyen de l'UE. Appartenir à l'espace Schengen, c'est aussi renforcer les contrôles aux frontières extérieures, devenues, dans la plupart des cas, les frontières de l'UE. Les États membres doivent se plier à une réglementation commune pour la politique des visas, du droit d'asile, de l'immigration. Donc c'est un texte issu du Grande Europe, la documentation française de 2008. Alors oui, pourquoi Schengen? Donc c'est marqué tout en bas justement de votre document. Donc du nom de la ville luxembourgeoise où ont été signés les accords en 1985. Ouais, je cherchais pas plus compliqué. Hein. Schengen, voilà Luxembourg. Allez, boum. Bref. Donc, elle est où ma feuille là? Donc voilà. Alors, question. Précisez quelles sortes de frontières existent dans l'espace Schengen. Alors, vous pouvez écrire, il existe deux sortes de frontières, virgule, des frontières extérieures et intérieures, point. Dans l'espace Schengen, virgule, qui compte 26 membres en 2014, virgule, les frontières ont été effacées entre les États, point. C'est donc un espace de libre circulation des personnes où tout individu, ou avec un accent, où tout individu peut franchir les frontières des autres pays sans subir de contrôle.
Alors, oui, pardon, j'ai oublié un petit détail, où tout individu européen de l'Union européenne, ou tout individu de l'Union européenne, ou tout individu de l'Union européenne peut franchir les frontières, blablabla. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au sein de l'Union européenne, justement, on peut voyager comme on veut. Vous avez, par contre, on vous demande juste d'avoir un minimum, c'est-à-dire un passeport en cours de validité et une carte d'identité. Et à partir de là, vous pouvez aller en Espagne, vous pouvez aller en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en Suède. Voilà, on va pas vous embêter avec des formalités de contrôle. Par exemple, si vous voulez partir aux États-Unis, il faut remplir une feuille COMAS et répondre à des questions. Vous devez faire un visa au moins 6 mois en avance. C'est très compliqué. Vous avez un grand formulaire justement que vous devez remplir avec des questions. Des questions que vous pourriez trouver complètement débiles. Hein. Du genre, est-ce que vous avez participé à la Première Guerre mondiale? Est-ce que vous avez participé à la Deuxième Guerre mondiale? Transportez-vous une bombe dans votre valise? Avez-vous des intentions terroristes? Et attention, hein, c'est pas le coup à dire oui, je vais faire la blague. Allez, oui, je viens pour. Oui, j'ai une bombe dans mon sac. Non, vous allez vous faire virer. Et aussi un peu analyser et fouiller. Voilà. Donc, non, on rigole pas trop avec ce genre de choses. Alors que là, l'espace Schengen, voilà. Donc, vous avez un papier qui atteste bien que vous êtes membre de l'Union européenne, vous êtes un citoyen de l'Union européenne, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est les frontières intérieures. Mais après, il y a bien sûr des frontières extérieures. Et ces frontières extérieures, elles s'arrêtent justement aux limites de l'Union européenne. Et là, cela devient beaucoup plus compliqué. Alors, ensuite, justement, nous allons voir dans un second temps les limites de cette ouverture. Parce que justement, là, on va plus, dans un premier temps, donc s'intéresser aux frontières intérieures pour ensuite voir ces frontières extérieures. Alors, vous ne voyez rien, voilà. Donc, oui, non, je ne vais peut-être pas spoil. Voilà. Alors, étape 2, les limites de cette ouverture. Thème 1, une Europe à géométrie variable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va voir qu'il y a deux choses. On va voir d'une part l'espace Schengen, mais aussi l'euro, la zone euro, c'est-à-dire les pays qui ont comme monnaie l'euro. Et on va voir que les deux ne coïncident pas forcément. De même que un pays dans l'Union européenne n'a pas forcément l'euro, mais inversement. C'est-à-dire qu'un pays qui n'est pas dans l'Union européenne peut avoir l'euro. Pareil, il y a un pays qui n'est pas dans l'Union européenne qui peut être dans Schengen, mais un pays qui n'est pas dans Schengen, mais qui est dans l'Union européenne. C'est le gros bordel. Mais on va tenter d'apporter un petit éclaircissement à cela avec Schengen et la zone euro. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de faire la carte justement de la zone euro de Schengen. Donc, bon après, voilà, c'est comme vous voulez, hein, soit vous recopiez bêtement la carte que je vais mettre au tableau, soit alors vous essayez de la faire toute seule, et après vous vérifiez avec la carte que je vais vous mettre là. Voilà, c'est juste un exercice, parce que pensez, vous ne pourriez pas avoir un contrôle où je vous demande une carte, de me faire Schengen, tout ça, et là, en la faisant, sûrement peut-être en vous trompant, en refaisant, ça va peut-être rentrer justement dans la tête. Donc essayez de jouer le jeu, voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne pourrai pas vérifier votre travail. Je ne le vérifierai que quand je ferai un contrôle. Donc essayez d'être un minimum honnête, de regarder les vidéos, de bien faire les cours et de jouer le jeu. Donc, je pars du principe que vous avez tenté de faire la carte. Voilà la correction. Alors, quelques petits points. Oui, je l'ai fait moi aussi, version Paint, mais je l'ai fait à l'ordi. C'est pour ça que les traits ne sont pas forcément très très jolis. Mais bon, voilà, je voulais un peu me mettre à votre place justement et pas vous sortir une carte bateau. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on va parler de l'espace Schengen. Là, ma carte se divise en deux. L'espace Schengen avec la ligne rouge et les pays avec un point bleu sont les pays de la zone euro. Alors, en ce qui concerne justement donc la ligne, il faut faire attention. D'où est-ce qu'on va commencer? On va commencer par le nord. Donc, là, on va partir d'ici. Vous allez bien prendre l'Islande, ici, capitale Reykjavik. L'Islande, donc, qui est dans l'espace Schengen. Hein. Bon, certes, il n'y a pas beaucoup d'habitants, il n'y a pas beaucoup de cas de coronavirus, parce que forcément, ils sont tous entre cousins, donc forcément. Et voilà, donc il est assez tranquille. Et ensuite, on va venir se placer sur la frontière est de la Finlande. Attention, on n'a pas de Russie dans l'espace Schengen. On englobe la Finlande et on va venir longer la frontière russe jusqu'à la Biélorussie. La Biélorussie n'est pas dans l'espace Schengen. Donc vous longez la frontière de la Biélorussie. Vous allez longer également la frontière de l'Ukraine, de la Roumanie et de l'Albanie pour remonter ici, pour ne pas inclure, attention, ne pas inclure la Croatie, mais par contre la Slovénie, elle, est dans l'espace Schengen. C'est pour ça que d'ailleurs, pour les voyages, voilà, la Slovénie c'était beaucoup plus simple. Mais bon. Et donc on redescend, et là on va venir inclure la Grèce, et attention, hein, toute la Grèce, même le petit bout qui est là, attention à ne pas prendre la partie de la Turquie. Vous revenez et vous redescendez jusqu'à Chypre. Parce que Chypre, tout au sud, est également dans l'espace Schengen. Et ensuite vous remontez, faites attention, prenez bien la Sicile, prenez bien Malte aussi, la petite île qui est là, et vous remontez. Vous prenez aussi la Sardaigne, vous continuez, vous passez le détroit de Gibraltar qui sépare l'Espagne du Maroc, vous remontez. Vous faites attention de ne pas intégrer l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, enfin la Grande-Bretagne, non, le Royaume-Uni, pardon, et vous remontez justement jusque là. Donc voilà ce qu'est l'espace Schengen. Donc vous voyez quand même que ça nous laisse un vaste espace. Ça nous laisse, pour nous par exemple français, voilà, on peut aller jusqu'en Finlande, voilà, juste avec une carte d'identité. Bon, il y a un peu d'argent aussi parce que ça coûte cher, mais bon. Mais voilà, vous pouvez prendre l'avion et aller là-bas juste avec une carte d'identité et un passeport. Ou un passeport, c'est tout. Voilà. Après, par exemple, comme je vous l'ai dit, pour aller aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué. Pour aller en Chine ou au Japon, pareil, vous avez besoin de visa, vous avez besoin qu'on vous accorde le visa. Voilà, c'est plein de formalités. Alors, donc on a vu l'espace Schengen. Attendez, ça tourne ou pas? Oui, ça tourne. Mon panique. Et maintenant, donc, on va voir les pays de la zone euro. Alors, en ce qui concerne les pays de la zone euro, donc vous avez la Finlande, vous avez également tout ce qui est Estonie, Lettonie, Lituanie. Donc, Estonie, Lettonie, Lituanie, voilà, dans l'ordre alphabétique. Ensuite, vous avez ici la Slovaquie. Attention, plus de Tchécoslovaquie, hein. Tchéquie, Slovaquie. Slovaquie ici. Là, vous avez l'Autriche également. En dessous, la Slovénie. L'Italie aussi, bien sûr. On montrera encore après. Donc là, vous allez aussi mettre la Macédoine. Donc la Macédoine, c'est le petit pays qui est juste en dessous de la Bosnie, ici, entre la Bosnie et l'Albanie, donc qui est juste ici. Et aussi le petit pays tout au centre, qui est tout simplement le Kosovo. D'ailleurs, je me suis trompé, hein, c'est pas l'Albanie ici, c'est la Serbie. Donc là, le Kosovo et le Monténégro, oui, Monténégro, pas le Macédoine, j'ai perdu. Monténégro, Kosovo sont dans la zone euro. Par contre, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Et ensuite, vous pouvez aussi prendre la Grèce et attention à mettre aussi Chypre.
important. Chypre est dans la zone euro. Ensuite, on remonte. Donc là, en fait, on va couvrir tout. Allemagne, le Benelux, donc Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, la France, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande du Sud. Attention, pas l'Irlande du Nord. L'Irlande seulement du Sud, en zone euro. Alors, bon, la plupart sont dans l'Union européenne, sauf Monténégro et le Kosovo, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui ont quand même comme monnaie l'euro. Vous voyez le paradoxe. Et à partir de cette carte, en fait, on arrive très clairement à voir que y a un petit souci de symétrie. C'est pour ça que je vous parlais de géométrie variable. C'est parce que selon ce dont on parle, membre de l'Union européenne, membre de l'espace Schengen, membre de la zone euro, tout ça c'est mélangé. Il n'y a pas tous les pays ne sont pas réunis dans une case. Bon, parce que voilà, ça dépend de la diplomatie. Certains pays, par exemple, veulent garder leur monnaie par pur nationalisme ou voilà, par volonté de ne pas trop se faire dépasser. Quoi d'autre pour l'espace Schengen, voilà, peut-être qu'elles veulent garder leurs frontières, etc., etc. Plein de raisons diplomatiques qui font que certains pays voilà, acceptent ou rejettent, etc. Donc voilà pour cette géométrie variable. Alors, à partir de cette carte, justement, quelles conclusions en tirez-vous? Eh bien, en fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, vous allez pouvoir écrire, tout simplement. On remarque que les États membres de l'UE, donc l'Union européenne, n'appliquent, avec 2P, pas tous les mêmes politiques. Certains sont plus intégrés que d'autres qui n'ont pas le désir ou ne sont pas en mesure d'assumer une intégration plus poussée. La situation peut changer parce que l'Union européenne est toujours en évolution. Et oui, parce que certains pays vont entrer, comme le Kosovo, là, ils sont en cours, voilà, ils vont prochainement entrer dans quelques années. Vous avez vu avec le Brexit, voilà, certains partent, certains reviennent. Voilà, les espaces changent, les diplomaties changent, puisque là, il n'y a pas de chef d'État à vie. Hein. Donc le chef d'État, il change. Donc forcément, le point de vue change. Regardez-nous, par exemple, en France, si on avait eu Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, ça aurait changé du tout au tout. Enfin, au niveau, par exemple, des frontières, au niveau de l'UE, puisque de mémoire, dans le programme de Marine Le Pen, elle prévoyait de quitter l'Union européenne. Donc vous voyez, l'Union européenne peut être en constant changement, constante évolution. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette géométrie variable Schengen, zone euro. Donc zone euro et Schengen, assez important à prendre, surtout le Schengen. Thème 2, une vision négative de l'Union européenne. Et oui, parce qu'on va voir que bon, c'est pas tout joli. Alors, pourquoi l'Union européenne apparaît-elle comme une forteresse? Donc, là, ça va être en deux temps. Ça va être déjà dans le premier temps, à partir de la photo, à partir de cette image, et après aussi un peu de déduction. Alors, je vous laisse réfléchir justement pourquoi est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est une forteresse. Alors, vous pouvez écrire « Il trouve en arrivant des barrières administratives et physiques. » J'expliquerai. « Qu'il n'avait pas imaginé aussi infranchissable. » Point. En effet, les pays de l'UE gèrent l'entrée des migrants sur leur sol
en fonction des capacités d'accueil et des possibilités économiques. Point. L'UE lutte particulièrement contre l'immigration clandestine, virgule, contre la criminalité et le trafic de marchandises illicites, virgule, ce qui nécessite une surveillance accrue de ses frontières extérieures. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, effectivement, je ne vous ai pas parlé concrètement de l'image, mais voilà, le propos tient, est en adéquation avec cette image. Donc oui, je vous dis des barrières administratives et des barrières physiques. Donc des barrières administratives parce que pour rentrer sur les territoires, il faut des papiers, il faut un papier, il faut des passeports, etc. Autant à l'intérieur de l'Union européenne, on voyage tranquille, autant quand vous venez de l'extérieur, voilà, il faut aussi faire des papiers, ce n'est pas rien. Et barrière physique, car comme on va le voir après avec le document suivant, certains pays vont carrément installer des murs pour se protéger de ces dangereux migrants. Oui, bien sûr, c'est de l'ironie pure, hein, bon, voilà. Mais vous allez voir que certains vont un peu loin. Et voilà, c'est pour ça que cette forteresse, c'est-à-dire que la forteresse, elle est dure à accéder. Les murs sont physiques, mais les murs sont aussi administratifs. C'est dur de rentrer dans l'Union européenne en tant que clandestin, en tant que migrant. Et d'ailleurs, deux choses. Donc d'une part, l'Union européenne, en fait, cloisonne tout ça. C'est-à-dire qu'elle ne va pas laisser entrer un nombre colossal de migrants. Non, en fait, elle va réguler tout ça. Parce que le problème, c'est que, mettons que, je dis n'importe quoi, allez, il y a une guerre en Égypte, et que du coup, on est plein d'Égyptiens qui viennent en Europe. Et là, forcément, mettons que les Égyptiens, ils allaient tous au Monténégro. Voilà, déjà, c'est tout petit, c'est pas encore un pays excessivement riche, même s'il commence à s'ouvrir avec son tourisme notamment, mais c'est pas encore un pays vraiment développé à proprement parler, comme le Kosovo, de même. Et du coup, ça créerait une grosse crise justement dans le pays, le fait qu'il y ait tout cet amas de population qui arrive d'un coup. C'est pour ça qu'en fait l'Union européenne, elle va gérer, c'est-à-dire elle va dispatcher un petit peu en fonction des pays qui sont plus aptes, plus propices à accueillir des migrants. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, justement en France, en Allemagne, on est beaucoup plus propice à accueillir des migrants que des pays comme la Pologne, par exemple. Parce que justement, on est beaucoup plus riche, on a beaucoup plus de terres. Oui, contrairement à ce que disent les gens, il y a de la place. Voilà. Quand on vous dit « oui, il n'y a plus de place en France », si. Croyez-moi, il y a beaucoup de place. Notamment quand vous voyez la diagonale du vide qui sépare en fait la France en deux, c'est tout vide, il n'y a rien. Donc de la place, il y en a. Mais voilà, on va essayer de réguler justement ces migrations pour pouvoir tous les accueillir, mais dans des bonnes conditions, aussi bien pour le pays d'accueil que pour ceux qui viennent. Donc, vous voyez, on réfléchit vraiment en deux temps. Et et après, justement, l'Union européenne fait attention aussi de ne pas faire entrer n'importe qui. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les clandestins, tout ce qui concerne justement qu'est-ce que j'ai mis encore ? Oui, tout ce qui est criminalité, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de prostitution, aussi bien enfants que adultes. Parce que oui, malheureusement, il y a des trafics qui se font, notamment des grandes zones de prostitution qui sont malheureusement accrues dans tout ce qui est pays comme pays de l'Est, ou alors les pays comme l'Irlande aussi connaît des trafics de prostitution.
Donc tout ça, l'Union européenne, justement, essaye de stopper ça. Pareil pour les armes. Bon, je ne vous fais pas de dessin, terrorisme, voilà, non, voilà, c'est assez carré. Bref. Donc voilà, c'est pour ça que l'Union apparaît comme une forteresse. On est protégé, certes, donc de tout ce qui est clandestin, tout ça, mais pour rentrer dans une forteresse, faut le vouloir. Alors là, oui, je vais vous présenter justement un texte. Le mur anti-migrants achevé entre la Hongrie et la Serbie. Attendez, est-ce que je vais avoir... pour faire un travelling? Oh, c'est parfait. Quel cinéaste je suis. Alors, article du site Le Monde en 2015. La Hongrie a achevé, samedi 29 août, la pose de la clôture de fils de fer barbelés destinée à empêcher les milliers l'entrée des milliers de migrants qui se présentent à sa frontière avec la Serbie. Bizarre ça. La première partie de la clôture frontalière a été achevée 2 jours avant la date fixée au 31 août, a indiqué le ministre de la Défense. Une palissade de 4 mètres de haut doit ensuite être construite sur les 175 km de frontière. Au cours de la seule journée de mercredi, 3000 personnes, dont 700 enfants, ont franchi la frontière hongroise, d'après les registres des autorités hongroises. Un record. La moyenne quotidienne se situait seulement quelques jours plus tôt entre 1000 et 1500 passages, ce qui constituait déjà une grosse progression par rapport aux 250 à 500 personnes enregistrées depuis le début de l'année. En tout, depuis janvier, 140 000 personnes ont traversé. Selon le gouvernement de M. Orban, 95% d'entre eux pénétreraient dans le pays par sa frontière avec la Serbie, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Des migrants, pour une grande part issus de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, qui ne semblent pas craindre la mise en place de la barrière. Nous ne craignons ni la police hongroise ni la clôture, a ainsi expliqué à l'AFP Nasrin, une Syrienne âgée de 29 ans. Ce n'est rien comparé à ce que nous avons traversé en Syrie, dit-elle. Notre pays a été détruit. Nous avons connu quotidiennement les bombes, les assassinats, le sang et les morts. Beaucoup de migrants utilisent les tiges de mesure laissées négligemment par les troupes hongroises comme levier pour soulever la partie inférieure de la clôture. Ce qui est bien plus sûr que de se frayer un chemin à travers les barbelés à l'aspect menaçant. Mais pour protéger sa frontière, le Premier ministre Viktor Orban a décidé d'envoyer à partir du 5 septembre un renfort de 2000 policiers en appui des 1000 agents déjà en poste. Le gouvernement de Viktor Orban a même laissé entendre, via un membre de son parti, le Fidesz, vous me pardonnerez mon hongrois un petit peu hésitant, hein, voilà, le Fidesz, qu'il se laissait la possibilité de recourir à l'armée pour des tâches liées à la défense de la frontière et aux migrations. Le gouvernement serbe s'est déclaré choqué par la politique de M. Orban. Son Premier ministre, Aleksandar Vučić, a déclaré en juin « La solution n'est pas de dresser des murs. La Serbie ne peut pas être responsable de la situation créée par les migrants. Nous ne sommes qu'un pays de transit. » Pour se défendre, le gouvernement hongrois a rappelé que d'autres pays européens avaient opté pour la même solution, la Bulgarie, la Grèce et l'Espagne. Alors, est-ce que j'ai une picture? Yeah, regarde. Alors, qui sont les migrants? Combien sont-ils? Dans quel contexte fuient-ils leur pays? À vous. Voilà, travelling. Donc, qui sont les migrants? Combien sont-ils? Dans quel contexte fuient-ils leur pays? Alors, vous pouvez écrire, je vous expliquerai après. Les migrants sont principalement des Syriens, Irakiens
et afghans. Point. Depuis janvier 2015, on estime que près de 140 000 personnes ont traversé la frontière hongroise. Point. Ils fuient la guerre, virgule, la pauvreté et l'oppression de l'État islamique. Alors, je pense que je ne vous apprends rien. On a tous entendu parler de la vague de migrants venant de Syrie suite aux attaques de Daesh. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, la Syrie était complètement détruite. Du coup, la population a dû prendre les bateaux, a dû prendre aussi leurs pieds, puisqu'ils sont passés aussi par des frontières terrestres, pour venir en Europe. Alors, voilà, vous voyez là, en orange, justement, vous avez les principales routes migratoires pour l'Europe par les Balkans. Les Balkans, c'est toute la partie Bulgarie, Serbie, Croatie, etc. Donc le sud-est de l'Europe. Et voilà, donc vous voyez quand même que les routes viennent de partout. Donc elles viennent notamment ici du sud, justement de tous les pays arabes, certains pays arabes justement au sud, donc sûrement des Yémen ou d'autres pays comme ça. Vous avez aussi venant de Syrie, venant d'Afghanistan, plus loin, bien plus loin. Voilà, beaucoup de migrants qui viennent d'ailleurs Irak, voilà aussi, et qui vont transiter par la Turquie jusqu'à Istanbul. Ou alors vous voyez qu'ils vont directement passer pour aller jusqu'en Grèce et ensuite voilà, remonter. Alors Bulgarie, je pense que c'est Sofia, la capitale de la Bulgarie, je pense que cette ville-là, c'est Sofia, je suis pas sûr. Hein. Mais voilà, et après, paf, continuer jusqu'en Hongrie, passer le mur, et après continuer jusqu'en France, en Allemagne, etc. Mais vous voyez, toutes ces villes-là, Istanbul, je ne sais même pas ce que c'est comme ville, mais bref, là, Sofia, on va dire, voilà, toutes ces villes-là sont juste des villes de transit. C'est-à-dire, les Syriens arrivent, ils se reposent, voilà, parce qu'ils ont fait quand même une longue marche, quand ils ne sont pas passés par la mer. Et après, donc, jusqu'au pays allemand, anglais, français. Et vous voyez quand même 140 000. Hein. 140 000, c'est pas mal en un an, hein, ça fait quand même du monde. Et donc oui, comme je vous l'ai dit, il fut la guerre, la pauvreté, l'oppression de l'État islamique. Parce que oui, quand les gens disent « oui, les migrants, ils viennent juste pour profiter du pays », non, s'ils partent, ce n'est pas pour rien. Voilà. Ah oui, je vais peut-être froisser quelques idées, mais bon. Pourquoi les migrants ne craignent-ils pas le mur? The wall. Alors, vous pouvez écrire « Le témoignage d'une Syrienne nous apprend que les migrants sont désespérés, virgule, ils viennent d'un pays détruit, virgule, ils n'ont plus rien à perdre si ce n'est que leur propre personne et leurs proches. Point. » Alors, là aussi, quelque chose d'assez important, je crois que bon, vous me connaissez, hein, je perds complètement la boule et la mémoire, mais je ne me rappelle plus si on avait parlé de cette crise des migrants. Bon, vu votre classe, à mon avis, on a dû en parler, parce que j'aime bien parler avec vous de tout ce qui est politique, mais voilà, ces migrants, comme je vous l'ai dit, ils partent pas pour rien. Et souvent, malheureusement, ils partent sans rien. C'est-à-dire que quand vous êtes tranquillement chez vous et que vous avez une bombe qui vous explose la moitié de votre maison, vous n'allez pas commencer à dire « Alors, je fais ma petite valise, je vais prendre des casseroles, je vais prendre mes affaires personnelles, je vais prendre une brosse à dents. » Non, vous cassez. Parce que vous avez peur qu'il y ait une autre bombe qui démarque et qui vous déglingue l'autre moitié de la maison qui est encore intacte. Et quand vous n'êtes pas mort avec l'explosion. Hein.
Et c'est pour ça que voilà, ils sont précipités. Et c'est pour ça qu'aussi certaines personnes s'amusent à dire oui, mais regardez, ils avaient des iPhones, ils avaient des smartphones avec eux. Ben oui. Je veux dire, les personnes en Syrie étaient aussi civilisées que vous et moi. Certains avaient des métiers tout aussi respectables, voilà, des médecins, il y avait des infirmières, il y avait des profs, des élèves comme vous. Voilà, ils avaient eux aussi des portables, voilà. Et bah, bien sûr, quand vous devez partir de chez vous, bah, qu'est-ce qui est le plus simple à prendre? Bah, c'est un portable, tout bêtement. Voilà, ça prend pas de place, vous pouvez le mettre dans votre poche et paf. Et au moins vous avez un contact, quelque chose. Bon. Ne serait-ce qu'au moins un téléphone pour téléphoner ou des choses comme ça. Bon, après c'est vrai que c'est dur parce que voilà, toutes les lignes sont un peu bousillées, mais bon, au moins ça vous fait quelque chose. Et ne serait-ce pour les photos, vous voyez, ou des choses comme ça, tout bêtement. Mais au moins ça permet de transporter facilement. Mais après, il faut vous dire que ces personnes vivent l'enfer. C'est-à-dire que ils sont obligés de partir et ils sont obligés de quitter leur pays. Enfin, c'est vrai que nous, à l'heure d'aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale n'ont pas ce déclic parce que on n'a pas été dans ces conditions. Or, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui sont partis de France parce que justement, voilà, c'était la guerre, ils ont dû partir, etc. Et mais seulement depuis, personne n'est parti. On ne sait pas ce que c'est parce que justement, quitter votre pays comme ça, fuir. Voilà, fuir votre pays que vous avez l'habitude, que vous connaissez, tout ça, enfin, fuir toutes vos habitudes, fuir tous vos amis, fuir votre famille parfois, enfin, voilà, enfin, oui, votre famille, vous savez pas où aller, ça se trouve, elle était, je sais pas, moi, partie pendant 2 jours, quelque part, en tourisme, je ne sais guère, mais voilà, certaines personnes se retrouvent toutes seules, ou voilà, avec un proche, etc., et c'est compliqué. C'est compliqué de s'organiser parce que, autant, vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, c'était si brutal, hein, l'exode, mais ils ont pu préparer un minimum leurs affaires. Là, non. Là, les bombes étaient voilà, étaient à côté d'eux. Hein. Et donc, du coup, ils ont dû se précipiter vraiment vite. Et c'est ça qui est terrible, justement, c'est leur situation assez désastreuse. Bon. Mais après, voilà, ils arrivent. Certains arrivent, mais par contre, malheureusement, certains n'y arrivent pas. Je vous avais montré notamment la photo du jeune Hayden, qui, vous souvenez-vous, c'est ce petit enfant qui est échoué sur une plage, et qui, malheureusement, traduit bien ce qui se passe, c'est-à-dire le fait que des parents prennent des bateaux avec des enfants de 5 ans, c'est pas par plaisir, ou c'est pas par immaturité, par irresponsabilité, non, c'est qu'ils sont vraiment obligés. Et vous vous rendez compte quand même quand vous êtes parent et que vous vous dites je vais prendre un pneumatique en mer Méditerranée avec mon gosse de 5 ans. Voilà, enfin vous êtes complètement désespéré. Et surtout en plus beaucoup. Et souvent il y a beaucoup de noyés, enfin c'est vraiment des conditions horribles pour pour ces migrants. Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est tout. Oui, et du coup, en fait, quand ils arrivent justement au mur, et qu'on leur dit attention, il y a un méchant mur qui vous attend. Les gars, ils viennent de se taper, vous avez vu quand même, ils viennent de se taper toute une traite à pied ou par la mer. Ils sont blessés, ils sont malades, ils ont froid, ils ont faim, ils ont soif. Ils viennent de voir leurs amis ou leurs proches sûrement couler dans les eaux de la mer Méditerranée ou mourir sur le chemin. Voilà, un petit mur avec des barbelés. Voilà, comme le dit la jeune de 29 ans, ils sont pas les steaks. Hein. Enfin, voilà, ils veulent traverser. Eux, ce qu'ils veulent, c'est survivre. Dans un minimum, et c'est pas un petit mur qui va les arrêter, quoi. Donc c'est pour ça que, voilà, ils n'ont pas peur de ce mur. Alors, selon le gouvernement hongrois, et selon le gouvernement hongrois, la Bulgarie, la Grèce et l'Espagne sont aussi dans cet objectif de bloquer leurs frontières. Pourquoi ces pays sont-ils en droit de refuser ces migrants? Alors, vous pouvez écrire en petit. La Bulgarie et la Hongrie font face à un retard de développement, tandis que la Grèce et l'Espagne affrontent une crise économique. Point. Un afflux
de migrants peut mettre en péril le pays en question. Point. On constate alors une inégalité au sein de l'UE, comme le montre la carte. Alors, la carte en question, la voici. Et en fait, cette carte va vous permettre de comprendre vraiment mon propos, justement, et la situation. Parce que, spoil, la situation économique n'est pas du tout la même dans l'Union européenne. Et oui, ça s'explique par quoi? Ça s'explique par les guerres, ça s'explique par la pauvreté, par les crises, etc. Vous voyez par exemple, un truc tout bête, pourquoi les pays de l'Est sont en rouge? Donc là, vous avez la légende. Normalement, vous avez tout sur votre document. Là, c'est assez lisible. On le voit. Là, vous voyez, en rouge, vous avez les périphéries orientales, PIB par habitant très inférieur à la moyenne de l'UE, réseau archaïque, chômage très important, région en reconversion d'Europe orientale. Alors, voilà, on trouve aussi périphérie orientale, PIB proche de la moyenne de l'UE, chômage important, réseau rénové. Donc vous voyez, on est ici dans l'Europe de l'Est, on est un peu dans cette situation assez pauvre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi ces régions sont pauvres par rapport à la France? C'est tout bête, hein, on l'a vu en cours justement, c'est du fait de l'emprise de l'URSS. Rappelez-vous, l'URSS justement avait condamné ces pays et en quelque sorte ils avaient un peu atrophié en termes économiques. C'est-à-dire que voilà, toute l'économie revenait à la perestroïka, c'est-à-dire à la Russie, et du coup ça affaiblissait les pays en question. C'est assez difficile. Et à la fin, justement, à la chute du mur, et surtout, donc la chute du mur qui a permis à l'Allemagne de l'Est et à la Tchéquie de s'améliorer. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est pas toute l'Allemagne n'est même pas de toutes les couleurs. Et comme par hasard, l'Allemagne de l'Est, voilà, est beaucoup plus faible. Ce qui vient appuyer justement mon propos. Et à la chute donc, de l'URSS en 91, tous ces pays vont en ressortir. 91, c'est assez récent. Ça fait 29 ans. Et oui, mon âge. Voilà, et ne dites pas que c'est vieux. Hein. Voilà, on se calme. Mais vous voyez, ces pays-là, justement, voilà, ils sont tout récemment sortis justement de cette liberté. 29 ans, c'est rien en termes d'économie. Et c'est pour ça qu'ils ont un certain retard avec les autres pays. Et voilà, après, dans les pays les plus riches, justement, donc on trouve tout ce qui est le bassin rhénan. Donc vous avez tout cet espace, en fait c'est le bassin où il y a le Rhin, parce que c'est le carrefour de l'Europe, de l'Union européenne, ça on le verra plus tard, mais je vous spoil un petit coup. Mais voilà, là on a l'espace le plus riche, parce qu'il y a tout ce qui est le cœur de l'Union européenne, vous avez tout le carrefour économique, bref, c'est un espace très important. Vous avez aussi les deux pays ici, la Suède et la Finlande, qui sont aussi prospères. Mais voilà, bon après cette carte date de quand déjà? Bon du coup, du moins elle n'est pas de 2020, puisque vous voyez on a encore... en fait c'est presque bien que le Brexit soit fait, parce qu'au moins maintenant nous fera un repère. Mais bref, voilà, en tout cas, de toute façon même si elle date de 2008, ça n'a pas vraiment changé. J'ai pas de date dans le coin moi? Non, j'ai pas de date, zut. Erreur, toujours avoir une date sur une carte. Zut. Et après, voilà, même si elle, comme je vous le dis, même si elle date de 2008, elle n'a pas vraiment changé. C'est toujours la même carte. Mais voilà, donc vous voyez, on a cette logique. C'est pour ça que le problème, c'est quand les migrants arrivent, ils arrivent de Turquie, ils vont débarquer où? Dans les pays les plus pauvres. Oui. Et le problème, c'est que vous voyez, Hongrie fait partie à moitié des pays un peu voilà, en voie de développement. Bon, avec, comment j'ai mis, voilà, avec un PIB très inférieur.
Donc vous voyez, encore une difficulté, c'est pour ça, et seulement quand on arrive en Autriche, là, le niveau de vie commence à être plus élevé. Mais en fait, les migrants ne font que transiter pour aller dans cet espace-là. Parce que cet espace-là est riche. Et c'est pourquoi, justement, voilà, ils sont obligés de passer par là. Mais ils ne restent pas. Parce que le problème, c'est que les pays sont trop pauvres. Déjà qu'ici, il y a un chômage très important. Alors si en plus il y a des migrants qui se ramènent, les migrants ne vont pas non plus retrouver beaucoup de boulot, donc ça va être encore pire. Voilà, c'est pour ça que les migrants, ils préfèrent bouger pour aller par exemple dans des pays avec un chômage très inférieur, un chômage réduit. Et oui, je vois ça, enfin, j'entends certaines personnes parfois me dire oui, mais en France, on a beaucoup de chômage, on ne peut pas accueillir des gens. Si. Clairement, voilà. Certes, on a du chômage, c'est un fait. Mais c'est un chômage qui, voilà, n'a pas, comment dire, je veux dire, comment dire ça pour ne pas froisser personne. C'est un chômage beaucoup moins important que dans ces pays-là. Nous, en France, voilà, quelqu'un qui veut du boulot, il peut en trouver. Bon, ça dépend. C'est sûr que si aujourd'hui vous vous ramenez avec un diplôme de soudeur, vous n'allez pas pouvoir aller loin, quoi. Enfin, ça peut bloquer. Mais regardez par exemple l'esthéticienne, justement, vous pouvez vous développer ailleurs. Vous avez quand même une large palette. Bon. Mais voilà, vous pouvez aller en institut, vous pouvez aller en truc de massage, vous pouvez aller, enfin, bon. Vous connaissez, je ne connais pas encore grand-chose, mais vous avez quand même une palette assez vaste. Regardez par exemple certaines de vos camarades comme Manon qui part en école de commerce. Voilà, paf, oui, ça vous ouvre des portes autres que esthétiques. Et c'est pour ça que justement, voilà, en France, on a cette chance, c'est d'avoir une large palette de métiers et que voilà, vous pouvez quand même vous épanouir. Alors que là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que les migrants, justement, vont vers ces endroits. Alors, dernière question. Dans ce cas, pourquoi ce mur exprime-t-il une idée négative? Alors, vous pouvez écrire en petit. Mais dernière question, et après, voilà, je laisse tranquille. La violence est disproportionnée par rapport à la venue de ces migrants. Point. L'argument économique est compréhensible, mais le rejet de personnes de manière agressive au moyen de la police, virgule, ou même de l'armée, virgule, va à l'encontre des droits de l'homme valables au sein de l'Union européenne. Point. De plus, Viktor Orbán est le président du Parti nationaliste et Premier ministre de Hongrie. Virgule. Il est contre l'invasion musulmane. Attention, invasion musulmane entre guillemets. Ce n'est pas mes propos, c'est celui de Viktor Orbán. Donc, invasion musulmane qui laisse présager, virgule, selon lui, virgule, l'entrée de terroristes. Point. On peut mettre cette pensée en lien avec le refus de l'entrée de la Turquie, virgule, c'est-à-dire la confrontation entre le monde chrétien et musulman. Alors, je vais expliquer. Tout d'abord, on va parler de la violence. Le problème, justement, dans ces pays-là, c'est qu'il y a eu une recrudescence de la violence. Et c'était assez terrible. Attendez. Oui, c'était assez terrible cette violence parce que voilà, enfin, il y a eu des actes de violence envers ces migrants assez horribles. Là, on vous parle d'un mec qui envoie de l'armée. L'armée contre des pauvres migrants qui viennent de travailler et de traverser. Bon, certes, certains peuvent être violents, à la limite, mais pas besoin d'envoyer l'armée. Enfin. Et justement, en fait, on va avoir une recrudescence de violence envers ces migrants. Notamment, vous aviez eu
une journaliste qui avait fait un bad buzz où on la voyait en fait filmer une arrivée de migrants et à un moment elle a fauché comme ça un migrant. Voilà. Boum. Et le migrant, bon, il s'est gardé par terre. Mais voilà, elle l'a fauché parce qu'elle ne voulait pas qu'il passe. Alors déjà, en termes journalistiques, voilà, vous foutez votre carrière journalistique en l'air en faisant ça. Parce que vous n'avez pas le droit, comme nous les profs, on n'a pas le droit de prendre parti politique. Deuxième chose, enfin, ça sert à rien d'être violent. Comme je vous l'ai dit précédemment, ces gens, ils veulent passer, ils passeront. Donc voilà, enfin, ça sert à rien de leur tirer dessus ou alors de leur faire violence. Justement, ils partent de leur pays parce que c'est violent. Bon. Et ensuite, deuxième chose, tout aussi important, c'est une forme de racisme, de xénophobie. Discrimination, voilà, je cherchais le mot. Discrimination envers les musulmans. Bon, Urban qui vous dit voilà, que c'est une invasion musulmane, parce que justement, voilà, on est un peu dans le même trip que les Indiens. Souvenez-vous, en Inde, vous aviez le Bangladesh, et entre l'Inde et le Bangladesh, un ministre indien avait décidé de construire un mur. Parce que justement, il ne voulait pas que les musulmans viennent en Inde. Parce qu'il était là, hey, il y a des terroristes parmi les musulmans, c'est dangereux. J'en tousse tellement que c'est con. Mais là, on est à peu près dans le même trip. En disant, ouais, les musulmans, tout ça, c'est des terroristes. Spoil, non. Preuve en est, c'est que chez Daesh, vous avez aussi des Français. Les Français, voilà, bon, qui sont convertis à un islam radical, mais c'est pour montrer que, voilà, ce n'est pas parce que ce sont des musulmans qui viennent d'ici, d'Extrême-Orient non, pas d'Extrême-Orient, du Moyen-Orient, pardon, que ce sont des terroristes. Non. Enfin, là, ils ont... Enfin, bon, je vous apprends rien. De mémoire, je crois pas qu'il y avait de problème dans ces classes avec ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, cette vague d'anti-islam, on va dire, se retrouve dans bien d'autres pays. En Pologne, vous avez aussi des problèmes dans d'autres pays que je ne citerai pas ici, pour éviter certains conflits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a vraiment un conflit entre les musulmans et l'Europe. Et ça remonte à des siècles et des siècles. Et je crois que vous en avez parlé aussi de cette histoire de Turquie qui a une différence culturelle entre justement leur religion musulmane et notre Europe chrétienne. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a des différences de culture, il y a des différences de regardez, rien que le ramadan, vous voyez, c'est différent justement par rapport à notre culture. Bon, après, voilà, il y a des gens qui font le ramadan, ça ne nous dérange pas plus que ça, bon, voilà. Mais voilà, mais après, il y a toujours des gens, voilà, ça les perturbe. Donc bon, c'est vrai que nous, voilà, notre génération, on est plus dans cette ouverture d'esprit, en fait, cette ouverture à l'autre, parce que, voilà, tout simplement, voilà, les temps changent. Mais bref, je m'égare, comme d'habitude. Et je crois que c'était tout. Oui, c'est tout. Je vais vous laisser tranquille pour ce cours-là. La prochaine fois, on parlera des différentes formes d'organisation au sein de l'UE, des organismes. On va voir par exemple justement la PAC. Donc voilà, toutes les formes d'organismes. On va voir aussi l'Erasmus, etc. Et ça sera pour le prochain cours. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous avez des problèmes de compréhension de cours, n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà. Et après aussi, suivez bien les cours. Bon, vous avez vu, j'en poste pas souvent. Je regarde juste mon pourcentage de batterie. C'est bon, je suis sûr. Oui, donc faites attention à tout ça. Justement, suivez bien les cours. J'en mets pas beaucoup. Ce n'est pas pour rien. J'en mets pas beaucoup de cours justement pour que vous ayez le temps
de les faire, que vous ne soyez pas trop dégoûtés, et que vous appreniez bien, tranquillement. De toute façon, là, on aura le temps. Je pense que le français, on va le finir. Donc là, il nous reste à faire toute la géographie de l'Union européenne et le dernier chapitre de français. On va s'éclater dans ce dernier chapitre, mais bon, pas de spoil. Mais on aura le temps. Tout ce que vous devez retenir, on aura le temps, on fait les choses calmement, mais mettez-vous quand même à jour. Oui, je sais, certaines ont des petits problèmes d'internet, c'est fort possible. À ce moment-là, contactez-moi, essayez de me contacter, je peux prendre des mesures, je peux voir avec vous, il n'y a pas de souci, mais évitez d'avoir du retard. Parce que là, vous avez vu, je suis bavard quand même, donc la dernière fois j'ai mis une petite vidéo de 18 minutes, là on en est à pratiquement 1 heure. Voilà, et je sais pas si je vais faire une vidéo. On va faire un truc, je verrai ceux qui regardent jusqu'à la fin de la vidéo. Dites-moi sur Messenger justement, dites-moi sur Messenger si une vidéo par semaine ça vous va, ou si je peux monter jusqu'à 2 vidéos, 2 bonnes vidéos. Voilà, dites-le moi, histoire que je sache. Voilà. Si je continue comme ça, si la semaine prochaine j'en fais 2, etc. On a le temps, donc il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des contrôles, ça je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, pas d'inquiétude, on va être zen, on va être tranquille. Voilà. Et, terrible, je vais me crever. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que vous allez bien, toujours, et que le déconfinement s'est bien passé. Et que vous le faites dans des bonnes conditions. C'est-à-dire pas comme les Parisiens qui se bourrent la gueule sur les quais, sans mesure de protection, donc bon, c'est terrible. Donc déconfinement, mais faites attention, et oui, le virus n'est pas parti, spoil. Mais bref, donc sur ce, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve la prochaine fois. Pensez à me mettre sur Messenger si, le petit sondage que je vous ai demandé, et n'hésitez pas à me venir voir en message privé si je suis problème. Voilà. Bonne journée, au revoir.